Bonjour tout le monde. On est ravis de voir déjà pas mal de participants en ce moment pour suivre le webinaire sur l'impact de l'IA générative sur le search, sur le moteur de recherche. Donc, on voit déjà pas mal d'inscrits et aussi leurs assistants AI. Donc, c'est bien, on est dans l'air du temps dès aujourd'hui. On va attendre juste 1 ou 2 minutes qu'on a encore quelques participants qui nous rejoignent. Voilà, on a une centaine d'inscrits pour le webinaire, donc le sujet est d'actualité et j'en suis sûr, le contenu sera à la hauteur avec Corentin. Enchanté. Peut-être. Hop, encore quelques minutes. Et avant de commencer, je viens de lancer un petit sondage pour voir un petit peu comment est-ce que vous percevez l'IA générative. On espère que votre avis sera soit renforcé ou, je vais dire, plus inspiré par le contenu que va faire Corentin dans les prochaines minutes. Je vois qu'il y a une grande majorité sur une évolution. C'est très bien. Donc, allons voir ça, on va confirmer, mais je pense que maintenant il est voilà, 11h02, on va pouvoir commencer. Donc, pour expliquer un petit peu, mais Corentin, voilà, c'est un fidèle de l'équipe Universem. Et peut-être, avant de commencer, Hubert, je suis le cofondateur d'Universem. Ça fait 15 ans qu'on développe et on s'amuse avec tout ce qui est search, digital marketing et globalement qu'on accompagne la totale brand performance de nos clients. Aujourd'hui, donc, on aura Corentin, notre Head of SEO AI, qui présentera un petit peu toute sa science sur tout ce qui est l'évolution dans tout ce qui est AI. Ça fait 7 ans qu'il travaille chez nous et il a étudié l'histoire et il la vit vraiment avec tous les changements du search, du moteur de recherche depuis de nombreuses années. Donc, à l'agenda aujourd'hui, on va voir évidemment l'impact de la generative AI sur le search, comment marchent les large language models et le lien avec les moteurs de recherche rapidement. Aussi, les consommateurs et leurs habitudes évoluent depuis fin 2022 avec l'arrivée de ChatGPT, mais est-ce que ça évolue vraiment beaucoup? C'est une bonne question. Et finalement, évidemment, comment se préparer à ces changements qui sont en cours avec les AI Overviews qui sont là depuis quelques semaines en Belgique, mais Corentin aura l'occasion de vous en parler. Globalement, on voit de belles évolutions pour le search, toujours un passage quasi obligé, que ce soit par maintenant les large language models ou Google dans le parcours client. Donc, ça impactera toutes les entreprises et on est très heureux de pouvoir partager ça aujourd'hui. Donc, je te laisse, Corentin, expliquer tout ça et n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la session pour qu'elle soit le plus interactive possible. Ça marche. Bonjour à tous. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc ici, en fait, on le sait tous, le search change. Il y a quand même pas mal de nouveautés sur les quelques derniers mois. Pour faire de l'SEO depuis quelques années, je pense que ça reste quand même une des périodes qui a subi le plus de changements. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir ensemble ce que ça implique. Donc, comme l'a dit Hubert, on a quelques petites parties aujourd'hui. Un petit peu voir quel est l'avenir de Google, comment les moteurs de recherche évoluent, qu'est-ce que changent les outils comme SearchGPT, qui est une des parties de ChatGPT, et quel est l'impact sur nos habitudes. Et évidemment, je vais conclure par toutes les petites choses qu'on peut faire déjà maintenant. Alors, la première chose, c'est que l'arrivée de l'IA générative, elle force un petit peu tout ce qui est leader du search à changer.
Je prends un petit exemple côté Google pour un peu montrer avec les AI Overview qui sont live en Belgique en anglais. On ne sait pas encore quand en français ni en néerlandais. Comme toujours, Google adore ne rien dire. Donc vous voyez, quand on tape une question, on a vraiment une réponse qui est générée, qui contient tout un tas de liens, avec aussi un slider de réponse. Et donc c'est un fameux changement, parce que quand on clique sur un lien, ben, finalement, on n'a même pas un seul résultat, on en a parfois plusieurs et ça change potentiellement pas mal de choses. Faut pas croire que Google finalement est le seul à faire ça. Bing a un peu lancé la danse en fait, en lançant leur Bing Conversation et aussi des résultats générés par IA. Si on voit que je cherche comment choisir un bon matelas, et en fait on a le même type de résultat hein, avec finalement des sources, des liens et un slider sur lequel on peut cliquer. Et en vérité, tout le panel de moteurs de recherche qu'on connaît, que ce soit Brave, Ecosia, DuckDuckGo, etc., ils ont tous, d'une manière ou d'une autre, des solutions avec de l'IA. Ici, je prends un exemple sur Brave, où on voit évidemment, bah, pareil, je fais la même recherche, et on a le même résultat qui est un petit peu plus long à générer, mais on voit que ça fonctionne exactement de la même manière. Donc on a vraiment une réponse qui fonctionne grosso modo de la même manière que dans un LLM, dans un Large Language Model, un peu comme ChatGPT. Et donc, bah, on voit vraiment que tous les moteurs de recherche intègrent cette nouveauté pour répondre à leurs utilisateurs. Je vais prendre principalement bah, le cas de Google parce que bah, les parts de marché de Google sont quand même toujours à au-delà de 90% en Belgique. Et donc, c'est vraiment le cas de figure le plus flagrant. J'ai pris un exemple en français sur la gauche. Donc, on voit comment choisir un lit pour un enfant de 4 ans. Et on voit que bah, on a une réponse actuelle avec un flux produit au-dessus. Puis, ce qu'on appelle un feature snippet qui répond à la question, mais qui provient uniquement d'un seul site web. Et puis, après, les People Also Ask. Et sur la droite, on voit l'exemple en anglais. Donc, j'ai vraiment fait ça en même temps, à la même date. Le flux produit est toujours bien présent. Mais par contre, après, en fait, on a vraiment des réponses, une réponse complète avec, comme je disais, tous ces liens un peu partout. Et quand on clique sur un lien, c'est pas qu'on a finalement un seul résultat, c'est que parfois on a même plusieurs résultats qui s'affichent. Un peu en dessous, on a toujours ce fameux slider qui est présent. Mais donc voilà, c'est quand même un gros changement là-dessus. Il y a beaucoup de personnes, c'est tout à fait normal, qui pour l'instant se demandent, OK, mais comment est-ce qu'on va faire, continuer à faire du SEO avec ça? Une chose qui est intéressante aussi à mentionner, ben, c'est que tout ce qui est advertising ne disparaît pas. Google ne va pas se tirer une balle dans le pied et s'enlever des revenus très intéressants. Donc on a des cas de figure, on a, comme je le montrais juste avant, des flux produits qui restent présents, on a des cas de figure où le search ads continue d'être présent, elle ne disparaît pas. Et on sait aussi que Google est en train de tester des choses directement dans les overviews. Sur la gauche, j'avais un exemple en fait où c'est une question pertinente et à l'intérieur, il y a un flux produit qui est vraiment tout à fait lié à la question. Et donc ça, c'est une manière vraiment assez native d'intégrer finalement de l'advertising. Et sur la droite, c'est le même exemple avec du search où là-dedans, bah, c'est carrément du search qui est intégré à l'AI Overview et qui aussi est pertinent finalement par rapport à la question qui a été posée. Donc on voit que Google est aussi un peu en train de tâter le terrain pour voir comment ils peuvent continuer à intégrer de l'advertising sans se tirer une balle dans le pied et perdre des revenus, ce qui est évidemment évident. Ils vont pas arrêter ça demain. Alors moi j'aime bien dire, bah, en fait, pourquoi c'est pas, à mon sens, une révolution actuellement parce que bah, on en entend beaucoup parler et on a un peu un biais peut-être en tant que marketeur, c'est d'être tout le temps sur LinkedIn, d'être confronté tout le temps à plein de commentaires et de posts parfois un peu viraux. Bah, en fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'impact reste quand même relativement limité. Il y a pas mal d'études qui ont été faites, j'ai mis tous les liens dans le slide si vous voulez aller les voir. Je crois que la plus importante, c'est vraiment celle de SEO Clarity, qui est un outil SEO. Ils ont fait une étude sur plus de 120 millions de mots-clés. Et en fait, dans à peine 10% des cas, on a une AI overview. Les overviews apparaissent vraiment principalement sur de l'informationnel. Comment, pourquoi, etc. Sur du pur transactionnel, c'est beaucoup moins le cas. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, bah, ça peut changer fortement les choses pour de l'informationnel, pour une partie du funnel.
Mais sur de la fin de funnel, en fait, les gens vont toujours aller simplement cliquer sur un produit qui apparaît dans des résultats. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une grande partie des cas, ce qu'on a dans les overviews provient aussi des 10 premières positions. Donc ça veut dire que, grosso modo, si on est bien positionné dans un résultat traditionnel, on a des grandes chances d'apparaître aussi dans une AI overview. Ça peut être amené à changer. Donc ça, c'est une situation actuelle sur des études qui se basent maintenant. Ça peut changer. Pendant la bêta, par exemple, en fait, il y avait plein de résultats qui apparaissaient dans les AI overviews qui n'étaient même parfois pas positionnés. Et en fait, on suppose que Google ont été un petit peu obligés finalement de continuer à se baser sur leur algorithme de ranking traditionnel parce qu'à un moment donné, ils ont un peu fait face à des backslash. Si vous avez entendu parler d'histoire avec de la colle dans la sauce, c'était un bon exemple où on posait la question de comment on pouvait faire une sauce plus onctueuse. Et dans la réponse, il disait carrément d'ajouter de la colle. Et ça, en fait, c'est assez drôle, mais ça vient de Reddit. Et Google, en fait, récupérait de la data de Reddit pour répondre à la question. Et les utilisateurs Reddit sont parfois assez ironiques. Sauf que, du coup, c'est pas génial en termes de réponse. Et donc, on remarque que c'est dans certains secteurs, ils ont vachement calmé les réponses. Dans tout ce qui est Your Money, Your Life, donc médical, financier, il y a un peu moins de résultats. À nouveau, je ne dis pas que ce sera une situation qui va perdurer. Peut-être que dans le futur, ça va encore changer. Euh, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Euh, Par contre, moi, je reste convaincu que ça peut et que ça a toujours le potentiel de vraiment bouleverser très très fort le search pour plusieurs raisons. Alors, la première qui est déjà actuelle et qui fonctionne déjà, c'est qu'en fait, ça a clairement un impact sur le taux de clic. Je vous le disais, quand on passe d'une situation comme dans ma recherche sur comment choisir un bon lit, d'une situation finalement où on a un premier résultat et c'est un peu le gagnant qui prend tout, versus une situation où en fait on a une réponse assez littéraire, plein de liens qui contiennent eux-mêmes plusieurs liens, c'est clair que le CTR, voilà, il en prend un coup. Et donc ça a clairement un impact, même si c'est encore majoritairement sur de l'informationnel. Une autre chose, et qui pour moi, elle, est beaucoup plus fondamentale et sera vraiment hyper intéressante si elle arrive, c'est que pendant la bêta, on a remarqué qu'en fait, il générait pas mal de flux produits organiques dans la réponse avec des AI overviews. Donc quand on avait vraiment des très très longues questions, genre par exemple comment choisir un téléphone avec 512 Go, autant de RAM, etc., il fournissait en fait une liste de produits directement. Il le fait encore parfois, mais beaucoup moins fréquemment. Et c'était super intéressant parce qu'il utilisait parfois carrément des données d'avis clients pour générer sa réponse. Et donc, ça a un gros potentiel pour tous les e-commerçants et pour les agrégateurs, hein. On a des sites qui comparent des produits. On va pas se mentir que Google, leur but final, c'est de tout garder chez eux. Et quand quelqu'un cherche le meilleur smartphone de 512 Go, de pouvoir ressortir un flux produit. Alors, est-ce qu'ils ne le font pas pour des questions d'advertising pour l'instant et de ne pas vouloir toucher à leurs revenus ou parce qu'ils ne sont pas encore prêts? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais je crois que c'est clairement un truc qui, dans le futur, est dans le pipe et pourrait grandement changer les choses. Les LLM, donc ça c'est un exemple sur ChatGPT, ils le font déjà, hein, ils sont tout à fait capables de comparer des produits. Donc si c'est une bête question sur un clavier avec un budget, etc. Et on voit qu'il est tout à fait capable de me créer un tableau assez facilement. Il commence même aussi à générer finalement des réponses pour des requêtes transactionnelles. Je veux acheter un tel type de clavier, en fait, il me sort carrément des liens vers des e-commerce qui, dans ce cas-ci, étaient relativement pertinents. Et donc, on voit c'est clairement un milieu de ce que, par exemple, Google est capable de faire avec, même sans parler d'IA générative, avec des flux produits, mais il commence à le faire. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu le fait que chacun se suit sur certains éléments. Une autre chose qui pour moi a un gros impact et qui est déjà, c'est déjà un petit peu le cas actuellement, mais pas dans un niveau extrême, mais dans le futur, faudra suivre ça, c'est qu'ils peuvent aussi se transformer la manière dont on recherche une marque. En gros, quand on a une requête sur un produit spécifique ou sur une marque, si je fais l'exemple avec des modèles de TV Samsung, en fait, qu'est-ce que je vois? C'est que j'ai une réponse qui parfois est très très bien faite.
Et en quoi est-ce que ça peut avoir un impact? C'est que est-ce que l'utilisateur aura toujours besoin de cliquer pour aller sur le site? En fonction de sa position dans le funnel, peut-être qu'en fait, il va avoir suffisamment d'informations et qu'il ne sera pas prêt à cliquer tout de suite. Ça ne veut pas dire que les besoins vont changer. Les utilisateurs ont toujours besoin d'informations, etc. Mais ça veut dire que parfois, il y aura moins de touchpoints sur le site web de la part de l'utilisateur. Et encore, à nouveau, on est dans un cas de figure ici où les résultats ont été vraiment limités. Pendant bêta, on avait vraiment des cas de figure avec des tableaux comparatifs qui étaient tellement bien faits qu'il n'y avait pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin pour savoir tout ce qu'on voulait sur un abonnement ou quelque chose du genre. Alors, comment les nouvelles solutions d'IA bouleversent la recherche? C'est vraiment la deuxième partie. Donc, on a vraiment tous les moteurs de recherche traditionnels, Google, Bing, etc. Mais on a aussi maintenant des solutions qui sont complètement construites autour de l'IA et qui utilisent du search. Alors, un petit exemple que vous connaissez sûrement, c'est Perplexity. Perplexity, vous tapez une requête, comme je le fais ici, et en fait, ils vont utiliser des sites web pour répondre à la question. Je pense que oui, c'est lié au clavier. Et on voit ici, on a une réponse qui est assez proche finalement des AI Overview, hein, mais on a finalement plein d'informations avec différents liens sur lesquels on peut cliquer. Quelque chose qui est super intéressant par rapport à Perplexity, c'est que Perplexity est en train très fort de pousser le produit. Donc, clairement, hein, leur but sur le long terme, ça va être aussi de proposer des visualisations de produits plus avancées, donc de se positionner sur le transactionnel. Actuellement, ils sont, de manière tout à fait logique, très forts sur l'informationnel. Alors, on a différentes en fait solutions d'IA générative. On a ce que moi je vais appeler un modèle basique. Donc ici, par exemple, c'est une version de ChatGPT qui n'est pas forcément connectée au search. Donc je pose une question très générale et il va me répondre avec les données liées à son entraînement. C'est intéressant, mais on va le voir, ça peut être franchement limité. Dans la version de droite, c'est un peu différent ici, c'est que j'ai activé le mot search, qu'on appelle search GPT de temps en temps. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller récupérer de la data. Cette data provient de ce qu'on sait de Bing et d'autres endroits. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'il utilise en fait un moteur de recherche pour être capable d'améliorer sa réponse. Alors, pourquoi est-ce que je crois, moi, que c'est important? Le problème avec un modèle basique, c'est que pour avoir des données à jour, il faut le réentraîner. Réentraîner un modèle, ça coûte une certaine somme, on va dire. Et si vous vous souvenez, au début, avec ChatGPT, il avait tendance à nous dire je n'ai pas d'informations, mes données s'arrêtent à telle date. Et donc, ça peut être utile pour de l'informationnel assez froid. Comment choisir un matelas? On va dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de données hyper à jour. Mais par contre, dès qu'on est dans de l'e-commerce, dès qu'on est dans de la news, c'est relativement peu utile et ça pose de gros problèmes pour le search. Et c'est pas pour rien que maintenant, en fait, ils ont des modèles qui sont connectés au web et qui vont du coup aller faire une recherche pour récupérer de l'information. Et donc, ils utilisent leurs connaissances de base qu'ils ont acquises pendant l'entraînement, plus les données qu'ils peuvent récupérer. Et donc, c'est intéressant pour eux parce qu'il n'y a pas forcément besoin de réentraîner un modèle aussi souvent pour avoir des données qui sont à jour. Alors la limite est parfois un peu floue. Pourquoi? Parce que de plus en plus, vous l'avez peut-être eu des cas de figure, vous posez une question sans activer le mode search, et ben en fait, il va lui-même activer le mode search pour aller chercher des données. Donc en fait, OpenAI, dans ce cas-ci, a, on va dire, entre guillemets, entraîné son modèle, en vrai, c'est dans les instructions, pour que quand une requête est liée à quelque chose de chaud, il soit capable de lui-même de prendre la décision d'aller se connecter à un moteur de recherche qui est Bing dans ce cas-ci. Alors, pour une partie suivante, ce que je voulais faire, c'était revenir un petit peu sur le comment ça marche, parce que c'est quand même vachement important. Ça permet de vraiment de se préparer et de comprendre les limitations. Petit slide d'introduction très très rapide sur l'IA générative. C'est juste important de rappeler que c'est juste un très petit subset de l'IA en général et qu'on entend parler énormément pour l'instant. Si vous restez 5 minutes sur LinkedIn, vous aurez du mal à esquiver un post qui parle d'IA générative. Mais il y a plein d'autres solutions et il y a plein de cas de figure où en fait l'IA générative n'est pas la solution pour ce que vous voulez faire. Donc c'est vraiment important de le garder en tête. Alors, quand on parle de ChatGPT, par exemple, comment est-ce que ça fonctionne? Grosso modo, c'est un autocomplete sous stéroïdes. Vous tapez quelque chose, vous allez taper une question,
Et en fait, il va sortir une répartition statistique des mots-clés suivants les plus probables. Donc, si l'animal avait des griffes, c'était tant, imaginons que je tape ça, bah, il y a 30 chances qu'il me dise que c'est un chat, parce que c'est la chose la plus probable qu'il a acquise pendant son entraînement. On peut jouer avec cette répartition statistique. Si vous vous rappelez, par exemple, si vous avez déjà un peu utilisé certaines technologies avec l'API, etc., vous savez, par exemple, qu'il y a des éléments comme la température qui permettent de jouer sur la répartition statistique et de rendre plus probable un résultat qui, normalement, serait moins probable. Donc, par exemple, si j'avais augmenté la température, peut-être qu'il m'aurait dit que c'était un lynx. C'est intéressant quand on veut avoir un petit peu plus de créativité avec des grands guillemets. Alors, quand on dit GPT, en fait, ça vient de Generative Pre-trained Transformer. Generative, parce que ça utilise de l'IA générative. Pre-trained, ça a été entraîné sur des quantités impressionnantes de données. On parle de petabytes, le web entier y est passé, plus plein d'autres choses. Et Transformer, parce qu'en fait, ça utilise l'architecture Transformers. Je ne vais pas rentrer dans des détails exagérés par rapport à ça. Maintenant, grosso modo, il faut juste que vous gardiez en tête qu'en fait, Transformers, c'est une tech qui vient de Google, que en fait, vous utilisez déjà au day-to-day, vous utilisiez déjà au day-to-day, même avant ChatGPT, parce que BERT, qui a été une des modifications d'algorithme de Google, par exemple, en fait, c'est Bidirectional Encoder Representation from Transformers, qui utilise déjà en partie cette technologie-là. Alors, comment est-ce que ça marche? Quand vous tapez quelque chose, par exemple, le meilleur clavier pour travailler, votre input, il est éclaté en petits morceaux de mots. Ici, on va parler de mots pour la facilité. On appelle ça des tokens. C'est un processus qu'on appelle l'embedding. Alors, c'est très compliqué, vous allez voir après, il y a des exemples qui sont beaucoup plus clairs. C'est transformé en fait en un vecteur mathématique. Par exemple, x, y, z. C'est juste que ces vecteurs sont beaucoup plus compliqués, ont beaucoup plus de dimensions, mais pour ici l'explication, je reste sur x, y, z parce que c'est vraiment beaucoup plus simple. Imaginons, par exemple, que je prenne quelques mots et qu'on les vectorise. En fait, leur sens va être stocké dans leur position. Chat pourrait être à 5, 5, 5, parce que c'est comme ça. Chien, moins 5, moins 5, moins 5. Et en fait, leur relation entre les deux a aussi finalement un certain sens. Parce que dans la langue française, chien et chat, c'est assez opposé. Des griffes seraient probablement 4-4-4. Parce que quand on dit à nouveau un animal avec des griffes, même sans utiliser un LLM, on suppose assez fortement en fait que c'est un chat. On va penser à un chat, un tigre. Tigre pourrait très bien être par exemple à 5-6-4 en termes de position. Des dents seraient probablement à -3, -3, -3. Parce que si on pense à des crocs, etc., on va penser plus vite à un chien. Donc vous voyez, la position de toutes les choses en fait est stockée dans un vecteur. Alors à nouveau ici, je suis sur un vecteur avec 3 dimensions, donc c'est assez ridicule. On a des vecteurs avec plus de 1500 dimensions dans des LLM, donc c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus précis. Mais le problème, c'est que, et vous y avez peut-être déjà pensé, c'est que capturer le sens de quelque chose, c'est pas forcément simple, parce qu'en fait, ça dépend aussi beaucoup du contexte. Si je vous dis en rentrant, il a vu une grue sur le quai, le mot grue, il est polysémique. Ça veut dire que ça peut être à la fois l'engin de levage ou l'oiseau. Et c'est là qu'en fait la technologie est assez impressionnante. C'est que ce fameux block transformers, il utilise ce qu'on appelle un modèle d'attention. Un modèle d'attention, il permet de se concentrer sur certaines parties du texte pour leur attribuer vraiment des scores et changer finalement leur signification dans le modèle. Je reprends un exemple. Si on parle vraiment de quai et grue, il est probable que leur vecteur n'ait absolument rien à voir parce que sémantiquement, ce pas des mots qui sont vraiment liés. Par contre, dans le cas de ce contexte de la phrase que j'ai donnée, le vecteur de grue pourrait être rapproché de quai pour que ce soit plus proche de l'engin qu'on a pensé. Et donc ça permet vraiment de modifier les vecteurs, etc., à la volée en fonction de ce qu'on a pour que le sens soit aussi lié au contexte qu'on a. Au-delà de ça, le contexte aussi, il peut être assez éloigné, mais rester crucial. Imaginons que vous tapez quelque chose comme le feu de signalisation était vert, tout un tas de texte, et la voiture s'est arrêtée brutalement parce que vous envoyez ça à un LLM et vous attendez la réponse. En fait, il y a des cas de figure où s'il n'y a pas de modèle d'attention, il va vous dire le feu était rouge. Parce que c'est la chose la plus probable, point. Par contre, dès qu'il y a un modèle d'attention, en fait, il va se, entre guillemets, rappeler, il n'est pas humain, il n'est pas intelligent, mais il va, pour la facilité, on va dire, il va se rappeler du fameux feu était vert. Et donc, c'est super important. Il y a plein d'autres points au niveau des LLM. Je pourrais parler de réseaux de neurones, etc. Je voulais juste vraiment revenir sur le modèle d'attention parce que je trouve que c'est important, notamment
avec les technologies dont on a parlé pour ce qui est search, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait quand on a du search qui est intégré à un LLM? C'est qu'en fait, il va rajouter du contexte. En allant récupérer la donnée qui vient d'un moteur de recherche, il va donner plein de contexte en plus à un LLM pour répondre en fait encore mieux à l'utilisateur. Pour revenir vraiment à ce qui nous touche aujourd'hui, c'est quoi la différence en fait fondamentale entre du search et du search IA? Alors, un moteur de recherche fonctionne comment? C'est assez simpliste, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour ne pas passer 3 heures dessus, je voulais vraiment faire quelque chose qui soit assez schématique. En gros, vous avez un utilisateur qui tape un mot-clé. Google, il va aller chercher dans son index tous les résultats pertinents. Parfois, il y a beaucoup de résultats. Et il va les ranker en fonction de son algorithme. Et puis, il va servir les résultats à un utilisateur. C'est vraiment la version assez simple, hein. Il faut juste savoir qu'il y a déjà là-dedans, comme je disais, de la technologie qui utilise des choses avancées, comme par exemple BERT avec ce fameux modèle de Transformers qui est utilisé, donc il y a du natural language, etc. Donc c'est pas aussi simple que ça, et c'est déjà vraiment très 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 avancé. Par contre, quand on est sur un moteur de recherche avec de l'IA, ce qui passe, c'est qu'en fait vous tapez un mot-clé, enfin un prompt on va dire, l'agent, alors je parle d'agent, vous avez certainement déjà entendu parler d'agent, etc. Je parle d'agent pour avoir un mot qui est compréhensible. En gros, l'intelligence artificielle générative, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va transformer finalement votre prompt en requête, en mot-clé, qu'elle va envoyer un index d'un moteur de recherche, qui va lui servir des rankings, elle va récupérer les résultats et elle va les intégrer dans sa réponse. C'est aussi simple que ça. Et en fait, la vérité, fondamentalement, le changement, c'est qu'il y a quelque chose qui fait le travail à votre place, d'une certaine manière, et qui vous sert évidemment une réponse qui n'est pas sur le même format, puisqu'on est sur une réponse plus littéraire plutôt que des résultats de recherche. Mais grosso modo, c'est assez semblable. Et si vous voulez vraiment en avoir la certitude, quand vous utilisez des modèles, par exemple, que ce soit à gauche, c'est ChatGPT avec une version reasoning, où en fait on voit, j'ai posé une question, et dans les étapes qu'il utilise, et ben en fait on voit très bien à peu près au milieu qu'il a performé lui-même plusieurs recherches web pour récupérer les résultats dont il va se servir dans sa réponse en fait. Donc, grosso modo, il a fait ce qu'on ferait, c'est juste qu'il a intégré ça dans un process. À droite, c'est Google avec son API Live, où en fait on est capable carrément de discuter avec un flux vidéo. Et en fait, on voit ici, j'ai posé une question liée à le meilleur choix d'assurance voiture en Belgique. Et en fait, ben, il a lui-même fait plusieurs recherches pour être capable de trouver des sociétés qui lui semblaient pertinentes. Et sans blague, il a utilisé Google dans ce cas-là. Donc c'est vraiment en fait la différence fondamentale là-dedans. Alors, est-ce que Google est vraiment menacé? Ben, moi, je crois pas tout de suite, parce qu'en fait, déjà, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que au niveau de ChatGPT, en gros, ils utilisent Bing. Donc, en fait, ils utilisent quand même un moteur de recherche. Il faut savoir que Bing, les bonnes pratiques que vous allez mettre en place pour Google, c'est très très proche de celles de Bing. Il y a quelques différences. Par exemple, Bing, c'est pas un moteur de recherche qui est mobile first. Ils ont un index mobile, un index desktop. Mais grosso modo, vous allez faire les mêmes choses. Donc la première chose, bah, déjà, c'est que si vous êtes bien positionné dans Bing, il y a des chances que vous ressorciez dans ChatGPT avec du search activé. Un tip que je peux donner, c'est d'utiliser la Webmaster Tool. Donc la Bing Webmaster Tool, c'est assez proche de la Search Console. Et en fait, sachez que c'est pas très compliqué à mettre en place. Si vous avez activé la Search Console avec une adresse mail, vous pouvez activer automatiquement la Webmaster Tool grâce à ça. C'est assez cool. Pour ça, Google et Bing se sont entendus. Et vous avez des informations sur les performances. Et donc, ça peut vraiment être intéressant d'analyser ces performances-là pour voir s'il y a des gaps importants entre vos résultats Google et vos résultats Bing. Encore une fois, dans l'idée d'être certain de bien apparaître dans les résultats de recherche pour ressortir quand SearchGPT utilise Bing. Ils ont aussi un protocole d'indexation, donc pour être certain que ces pages apparaissent rapidement dans Bing, qui fonctionne assez bien, bien mieux que Google. Et ça peut être aussi une bonne pratique. Par exemple, si vous avez un site de news, un e-commerce, vous avez beaucoup de produits, vous voulez vraiment toujours être sûr que les produits soient indexés le plus rapidement possible. Chez Google, on est un peu tributaire du sitemap. Avec Bing, ça se fait beaucoup plus rapidement. Il faut aussi savoir que les parts de marché des LLM grandissent.
ChatGPT grandit constamment. Je pense enfin, j'ai plus la data ici, je pourrais la rajouter dans la présentation, mais à part en janvier 2025, il y a une petite contraction. Tous les mois ont vu une croissance assez importante. Mais malgré ça, il faut quand même se rendre compte que Google continue à avoir une visibilité assez impressionnante. À droite, c'est une étude de SparkToro où la source est dans les liens, qui ont analysé le nombre de recherches par jour sur Google et sur ChatGPT. Donc, ce n'est pas des utilisateurs, hein, c'est vraiment des recherches. On pourrait toujours dire que la méthodologie n'est pas parfaite, parce qu'ils font beaucoup d'estimations quand même s'ils ont un panel assez intéressant. Ils travaillent avec Datos, qui est une société de SEMrush qui fait beaucoup d'études, etc. Donc, on peut toujours dire que l'étude n'est pas parfaite, mais fondamentalement, ça reste quand même impressionnant. Si même on attribuait le million de recherches à ChatGPT par jour, c'est quand même, enfin, la différence est quand même énorme. Donc ça, il faut vraiment, vraiment garder en tête, et pas se dire que, en fait, l'IA dans les LLM est la nouvelle chose et qu'il faut absolument foncer dedans aujourd'hui. Évidemment, l'impact va dépendre de l'adoption. On sait que Google et OpenAI sont en train de pousser de plus en plus pour de la visibilité. OpenAI, ils sont en plein partenariat avec Apple. On a une intégration de ChatGPT dans Siri. Donc, c'est aussi des choses qui font que les utilisateurs voient plus ces nouvelles technologies et se disent, ah, ok, je connaissais pas, je vais l'utiliser. Google, aux US, ils sont en train de tester un AI mode qui est directement visible dans google.com. Gemini fonctionne assez bien. La dernière version de Gemini est assez impressionnante. Mais en fait, c'est caché derrière Gemini. Il faut connaître Gemini pour aller sur Gemini.com. Le fait d'intégrer un mode AI dans Google, en fait, c'est hyper visible parce que tout le monde va aller dessus. Je pense que nous, en tant que marketeurs, on a un biais, on est tous tombés dedans assez rapidement, certains plus vite que d'autres, mais tout le monde en a entendu parler et on a tendance à oublier parfois que même s'il y a de très nombreux utilisateurs à ChatGPT, une grande partie ne l'a utilisé qu'une fois ou deux, ou pour faire des tests style starter pack et générer une image un peu funny, mais ne l'utilise pas forcément pour du search ou des day-to-day, quoi. Donc Google reste quand même un gros morceau pour le futur. Là, le dernier point avant le comment se préparer, qui pour moi est un de ceux peut-être qui est les plus fondamentaux et les plus intéressants pour le futur, c'est que l'IA générative est vraiment en train de changer les habitudes des utilisateurs. Le voice search, c'est un peu resté une joke pour le SEO. On en a beaucoup parlé par le passé et ça n'a jamais, jamais décollé. C'est toujours resté un peu une private joke en mode ça marchera jamais. C'est la technologie qui permet de parler à des smartphones, des ordinateurs, Google Home, Alexa, etc. Et d'avoir une réponse. On va pas se mentir, si vous avez déjà utilisé Siri comme moi, vous êtes probablement arraché un peu des cheveux pour avoir une réponse qui soit pertinente. Et là, le fait est que l'IA générative a une réponse qui est quand même assez bonne par rapport à ça. Et ils sont super, super bons. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, ça fonctionne un peu de la même manière que ce que j'expliquais tantôt. Quand vous parlez, en fait, on est capable d'écraser le ton de votre voix en ce qu'on appelle un spectrogramme mail. Et ce spectrogramme mail, en fait, il peut être vectorisé comme les mots. Donc, si je dis par exemple universem, que ce soit en vocal ou en texte, il aurait une position dans ces fameux vecteurs qui est la même. Et en fait, ça permet que l'IA générative comprenne à la fois du texte ou de l'audio, et même de l'image en fait, hein. C'est une technologie qui est vraiment assez impressionnante. Si j'ai pris un petit exemple en live pour montrer s'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion de tester. Est-ce que tu peux m'aider à trouver le meilleur clavier possible pour une utilisation bureautique? Je préférerais un clavier mécanique et j'aimerais quelque chose de relativement récent. Pour un clavier mécanique adapté à la bureautique en Belgique en 2025, le Logitech G413 TKL SE est recommandé. Il offre une disposition AZERTY belge et des touches mécaniques. Vous avez vu le principe. Donc, vraiment, pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est assez impressionnant parce que la réponse est super bonne. Et le petit bruit que vous avez entendu juste après ma question, c'est vraiment les cas de figure où l'IA générative utilise un moteur de recherche pour répondre.
Il y a des fois, vous allez utiliser le mode search avancé, vous n'allez pas entendre ce petit bruit, c'est qu'en fait, il utilise ses données internes. Quand il y a ce petit tuc 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 tuc, c'est qu'il utilise vraiment le search et qu'il va poser la question à Bing. Et donc, on voit qu'en fait, ben, c'est peut-être une des premières fois où on a la capacité à finalement interroger un moteur de recherche en vocal et avoir une réponse qui est, pour le dire platement, carrément pertinente par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Alors, je reviens sur le comment ça fonctionne parce que ça paraît complètement dingue, mais en vrai, si vous vous rappelez du graphe que j'ai montré tantôt, à part la partie orange qui est le médium qu'on va utiliser, qui est de la voix, ça change pas grand-chose. Parce que ce qui se passe, bah, c'est que la voix est convertie en texte, et puis le fameux agent refait le même travail d'aller utiliser la recherche, de récolter les résultats, de les intégrer, d'y répondre, que ce soit en vocal ou en texte. Donc c'est impressionnant, mais le concept fondamental derrière n'est pas un changement drastique. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Bah déjà parce que même avant toutes ces technologies, l'évolution d'utilisation des assistants vocaux est super impressionnante. Il y a plus de 500 millions de personnes qui ont testé Siri. La Gen Z adore le vocal, hein. Vous les avez déjà tous vus parler à leur téléphone H24. Mes enfants sont pas encore assez grands pour ça, donc je suis sauvé, mais je suis certain que ça va arriver. Et clairement, c'est un truc qui va continuer à piquer au fur et à mesure, surtout avec une technologie qui devient fonctionnelle réellement, quoi. Et pour moi, ça a un impact aussi, c'est sur le comportement qu'on a. On a vu post-Covid déjà un nombre de mots-clés qui augmente. Donc des mots-clés qui allaient être très précis, chaussures en cuir. Maintenant, on a chaussures en cuir cognac, style anglais, qui sont de plus en plus cherchés. Les mots-clés s'éclatent vraiment. Les gens sont de plus en plus créatifs. Et moi, ce que je vois surtout, c'est une vraie question à laquelle j'ai pas forcément une réponse, hein, mais on n'est plus avec un LLM vocal, on n'est plus forcé de structurer sa question. Avec Google, on va pas se mentir, on a un peu une sorte de biais où on s'auto-force à poser une question d'une certaine manière parce qu'on sait que ça va impliquer une réponse d'une meilleure sorte. Ils ont beau intégrer du NLP, il n'y a rien à faire si vous posez une question hyper longue, les résultats vont parfois être assez bof. Et là, en fait, le fait que le vocal permette ça, ça fait que, en fonction, encore une fois, des utilisateurs et de l'adoption, bah, de plus en plus, les utilisateurs vont abandonner finalement ce besoin de structurer une requête. Et à la place d'avoir des mots-clés qui ont peut-être 1000 de volume, on pourra avoir finalement 1000 mots-clés différents qui, grosso modo, ont toujours le même besoin. Je suis persuadé que le besoin ne va pas changer. Les gens ne vont pas arrêter d'avoir besoin de chaussures en cuir du jour au lendemain. Mais par contre, à la place de dire chaussures en cuir, ils vont dire je cherche des chaussures en cuir cognac pour aller avec un costard bleu marine pour mon mariage dans 2 mois. Euh, Ils vont vraiment changer complètement leur manière de chercher. Et ça, c'est pour moi un des plus gros impacts. Alors, il est difficile à mesurer maintenant. C'est difficile de savoir si ça va arriver dans 6 mois, dans un an. Je pense que ça dépend, encore une fois, très fort de l'adoption, mais c'est important de le garder en tête. Alors, la recherche vocale, c'est aussi vraiment juste le début. Alors ici, j'ai fait un exemple. Malheureusement, le son est vraiment horrible avec la version ChatGPT. En fait, maintenant, sur cette version-là, on peut activer un flux vidéo. C'est une petite figurine Lego pour un petit clin d'œil à un collègue. Et en fait, je lui demande qui est cette figurine. Et cette figurine, en fait, il est tout à fait capable de me répondre que c'est Gandalf, du Seigneur des Anneaux. Et quand je lui demande quel est le dernier set Lego qu'il utilise, il fait une recherche directement et il me répond le nom de ce set-là. Je peux carrément lui demander de me lister des sites qui le vendent. Pour l'instant, c'est uniquement Lego. Et donc, on voit que bah, le vocal, finalement, c'est juste le début. Le flux vidéo complet, c'est carrément l'étape suivante et c'est déjà totalement fonctionnel. Évidemment, les possibilités sont infinies parce que ben, vous pouvez prendre une vidéo de votre voiture et dire ah, j'aimerais changer les jantes. Ben, en fait, il va être tout à fait capable de comprendre que votre voiture est de tel modèle, d'aller trouver des sites qui vendent des jantes et de vous faire une proposition. Donc, on voit que c'est vraiment un changement assez fort dans la manière de chercher. Et donc le multimodal, pour moi, c'est un peu, bah, sans surprise, le futur, hein. Google en a déjà pas mal parlé quand ils ont présenté Mum au dernier I.O., mais c'est le fait de pouvoir chercher à la fois avec du texte, de la voix, de l'image,
de la vidéo et de tout mélanger, en fait, de pouvoir faire une photo, ce qui marche déjà énormément pour l'instant, et d'intégrer en plus du texte, de faire une vidéo, d'intégrer du vocal en plus. Donc c'est de pouvoir mélanger tout ça. Et pourquoi est-ce que c'est important? Ben, on le sait déjà, hein, ça c'est des datas qui sont pas liées à l'IA générative, mais qui montrent déjà qu'actuellement, ça évolue de plus en plus. Google Lens est utilisé de manière vraiment impressionnante. On parle de 20 milliards de recherches par mois dans Google Lens, dont une bonne partie est liée à du shopping. C'est quand même impressionnant. Alors, ça n'est pas pertinent pour tous les business, mais c'est quand même assez impressionnant de se dire que les gens ont déjà pris cette habitude. C'est des data qui restent quand même très US, mais ça va d'office aussi arriver de notre côté. Alors, le dernier qui dit qu'un tiers des gens vont essayer des recherches devraient être vocales ou visuelles, je pense qu'il est clairement gonflé, mais c'est quand même intéressant de se dire que ça peut augmenter de manière impressionnante. Et encore une fois, en fonction de l'adoption des outils IA et du search IA, ça pourrait vraiment évoluer très très vite. Alors ça, c'est plus encore pour aller encore plus loin. Ça vient de chez Google. Today, I want to tell you about Project Mariner. Je vais It's a juste vous montrer research rapidement. prototype exploring the future of human-agent interaction, and it's built on Gemini 2.0. Like with all new technology, it's important for us to build this responsibly, which is why we're starting small. We'll be getting feedback from a group of trusted testers and using their experiences to really shape how Project Mariner evolves. Let me show you how it works. So Project Mariner works in the browser as an experimental Chrome extension. I'm going to start by entering a prompt. Here, I have a list of outdoor companies listed in Google Sheets, and I want to find their contact information. So I'll ask the agent to take this list of companies, then find their websites and look up a contact email I can use to reach them. Vous avez compris le principe et vous aurez le lien vers la vidéo, mais ce qui est vraiment impressionnant dans ce cas-ci, c'est que ce n'est plus juste un LLM qui fait ce que vous lui demandez, c'est qu'en fait, il y a vraiment une connexion avec votre browser. Donc, il est capable d'aller directement sur le site web et de récolter l'information. Donc ici, évidemment, pour du search, par exemple, pour du plus transactionnel, un utilisateur, finalement, pourrait potentiellement avoir un flux de A à Z qui soit contrôlé par une IA générative. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? J'ai pas de réponse, hein. C'est clairement quelque chose qui est à garder en tête, mais voilà, il pourrait demander d'avoir une liste des marques de chaussures en cuir les plus pertinentes, trouver un modèle qui lui plaît, et puis demander la liste des e-commerce et les prix, et puis demander carrément à l'IA d'aller se connecter avec son compte et de faire la commande, quoi. Alors oui, ça pose aussi beaucoup de questions, je l'ai dit, mais ça, c'est des choses qui sont en train d'être faites, et donc c'est intéressant de les garder en tête. Alors le point qui, maintenant, je suppose, intéresse probablement le plus de monde, c'est comment est-ce qu'on peut se préparer. Juste avant d'aller sur la dernière partie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section Q&A au-dessus, comme ça, Corentin pourrait y répondre maintenant ou à la fin. Et tu as impliqué aussi, voilà, il y a le trafic qui vient des larges langues modèles, on en voit chez nos clients, pas encore beaucoup, mais c'est quelque chose qui est intéressant à monitorer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait dans votre Google Analytics ou d'autres outils d'analytics. On peut voir le trafic qui vient. Je vous mets un petit sondage là maintenant pour avoir une idée des 60 participants là en ce moment, voir un petit peu qui sont ceux qui vont... Avez-vous déjà une idée du trafic organique sur votre site? Donc, n'hésitez pas à répondre, comme ça on a la réponse en direct pour tout le monde. Yes, ça c'est toujours le petit élément. Je vais faire une petite pause, Corentin, tu étais bien lancé, juste pour voir avant d'attaquer la dernière ligne droite, donc sur comment se préparer. Donc, on voit en effet qu'actuellement, là, c'est pas encore quelque chose qui est analysé par beaucoup de personnes dans ces moteurs, dans son compte Analytics. Donc, c'est curieux de le faire. Pour la majorité de nos clients, on est clairement en dessous d'1%. Donc, on en parle beaucoup. C'est une utilisation qui est qui grandit très fort. Hein. C'est une augmentation de mois en mois. Mais d'un autre côté, ce n'est pas encore significatif, tout en sachant que ces requêtes sont, pour la plupart des cas, très qualitatives et donc intéressantes, évidemment, pour votre marque. Yes. Si vous voulez compléter, Corentin, avant que... Non, tout à fait. Et je pense aussi que c'est intéressant, comme je disais, de garder en tête que ça reste très informationnel. Donc aussi, ça touche une partie du funnel
et pas l'entièreté. Donc, ça a aussi un impact assez fort finalement sur le trafic qu'on va récolter. Donc, par exemple, un trafic ChatGPT en termes de conversion, à mon sens, pour l'instant, a peut-être un peu moins de valeur. Il peut avoir une très très forte valeur parce qu'il peut, il peut en tout cas permettre à un utilisateur de rencontrer une solution auquel il n'avait pas du tout pensé. Mais c'est clairement rarement un moment où il est tout à fait prêt à convertir, quoi. En tout cas pour l'instant, parce que ça peut être amené à changer. Et ça va évoluer, d'où l'intérêt de se préparer. Et vas-y, Corentin, je te laisse pour le Quel dernier quel bel enchaînement. Voilà, merci. Donc sur la préparation, j'ai fait 5 slides qui sont assez denses, mais il y a beaucoup de choses à dire et j'ai encore gratté que la surface. La première, et je pense que c'est la plus importante, et ça résume un peu ce qu'on vient de dire ici. Tout ce que j'ai montré, c'est bien beau, c'est super intéressant, mais je pense que pour une marque maintenant, investir trop, ça vaut pas la peine. Google capte une grosse majorité de la visibilité toujours maintenant, et je parle vraiment en search, hein, entendons-nous. Mais si ça finalement investir là-dedans, si ça ne se transforme pas en trafic et en conversion, il n'y a pas un intérêt fondamental. Donc nous, on est plutôt pour l'instant sur cette idée vraiment de traquer. Si vous ne le traquez pas dans GA4, il y a plusieurs tutoriels où n'hésitez pas à nous contacter, on peut en discuter, c'est vraiment pas très compliqué. Ça permet de traquer un petit peu le trafic qui vient des LLM pour un peu se dire, ok, j'ai une idée, je vois comment ça évolue, je suis capable finalement de prendre des décisions par rapport à ça. Mais ne pas en tout cas mettre, si je peux dire ça comme ça, la charrue avant les bœufs et se dire non, c'est le futur, je dois absolument investir là-dedans au détriment de Google. Je dis ça sans être forcément un fan de Google, je veux dire, c'est très. Finalement, si Google a un vrai compétiteur un jour, je pense que ce ne sera pas forcément négatif pour tout le monde, hein, en vrai. Donc ce serait pas plus mal. Mais actuellement, avec des parts de marché aussi importantes, c'est difficile de pouvoir mettre le Search IA comme une grosse priorité. Évidemment, il y a la partie AI Overview qui, elle, est une autre question, puisque c'est du Search IA dans Google. Mais là, comme on l'a dit, actuellement, c'est 10% à peu près, que c'est beaucoup d'informationnel, c'est pas du transactionnel. Donc, suivez, soyez vraiment attentifs à ça, regardez les dernières études. On en partage de temps en temps sur la page LinkedIn, mais n'en faites pas non plus quelque chose qui vous empêche de dormir parce que c'est pas encore pour l'instant suffisamment important pour se dire qu'il faut faire un shift complet. Je le disais aussi, c'est un peu le numéro 1 bis, hein, parce que c'est vraiment très lié, mais bah, finalement, à LLM, que ce soit Google ou que ce soit ChatGPT ou Perplexity ou n'importe quoi d'autre, bah, en fait, dès qu'on a une recherche qui est fraîche, qui est précise, qui a besoin de quelque chose de nouveau, ils utilisent un index de mesure de recherche. Si vous utilisez le chat, si vous utilisez euh, Claude moins, mais si vous utilisez DeepSeek, si n'importe quoi, en fait, ils ont tous un mode search. Parce que quand vous posez une question sur un produit, le modèle standard, il était peut-être entraîné il y a 3 4 mois et il n'a pas la data. Et donc, ils ont besoin de ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, quoi qu'il en soit, vos résultats dans les moteurs de recherche traditionnels ont toujours de la valeur, même dans un LLM. Donc, c'est à nouveau pour ça que je dis que l'investissement est aussi, c'est aussi super important. Là, moi, où je vois plus d'impact, où il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes à faire, c'est vraiment de suivre son indexation. Parce que l'indexation, donc vraiment dans les moteurs de recherche, si vous avez une page produit qui n'est pas indexée, elle va ni être vue par un moteur de recherche traditionnel, ni par un LLM. Donc c'est intéressant vraiment de garder ça en tête. Alors, le LLM standard, on ne sait pas trop comment il scrape la data, il la scrape certainement avec d'autres méthodes, donc il pourrait peut-être les avoir, mais c'est quand même vraiment important de pouvoir suivre ça. Bing, par exemple, on sait qu'ils sont un peu moins bons que Google pour le JavaScript, qui est un langage de programmation qui permet d'animer, etc. Et que quand il y a des sites qui ont beaucoup de JavaScript, ils sont pas toujours très très bons à tout afficher. C'est pas catastrophique, hein, mais c'est moins bon que Google. Et donc ça, c'est une information importante parce qu'en fait, si Bing voit la moitié de votre page, ça veut dire que dans une question liée à ChatGPT, qui va utiliser du search, ben finalement, vous avez une grande chance de ne pas ressortir parce que vous n'allez être pas bien positionné parce que Bing n'a pas bien compris votre page. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à suivre. La Bing Master Tool permet de checker certaines informations de manière aussi très terre à terre. Moi, pour certains clients, ce que je fais, c'est très manuellement poser des questions très précises pour voir en fait la réponse qui ressort. Et si dans la réponse qui sort, il y a les informations de ma page de manière précise, bah, je sais qu'ils l'ont bien compris. C'est un peu bateau, mais ça peut permettre en tout cas de se rassurer sur le fait qu'elle est l'aimée.
que le moteur de recherche et le LLM sont bien capables de comprendre les informations sur votre page, quoi. Donc ça, c'est un point qui est aussi assez important. Euh, Par rapport vraiment à tout ce qui est plus optimisation, mots-clés, etc., il faut se dire que les large language models, ils ont moins besoin d'un contenu mot-clé précis que ce qu'on a besoin en moteur de recherche. Alors, c'est plus tout à fait vrai parce que, comme je le disais, Google utilise déjà des technologies assez avancées au niveau de ce qui est vecteur, etc., comparé à avant. Mais on remarque que pour un LLM, c'est encore plus important d'avoir vraiment des champs sémantiques plus larges, de traiter un peu de tout, de mentionner des synonymes, vraiment d'avoir un langage riche, plutôt que de fourrer un mot-clé dans le title, dans la champ. Alors, si vous faites du SEO correctement, logiquement, vous ne faites déjà plus ça, mais pour auditer des sites fréquemment, je peux vous assurer qu'on voit encore beaucoup de cas de figure où le contenu d'une page, finalement, n'est pas très riche sémantiquement et où il est franchement améliorable. Le fait que les utilisateurs vont avoir un comportement qui évolue à force d'être en contact avec tous ces outils, c'est aussi intéressant. On va avoir des requêtes beaucoup plus longues, beaucoup plus précises, plus variées. Et donc, encore une fois, c'est l'intention de l'utilisateur qui va primer. On n'a pas encore d'infos sur comment on va pouvoir récupérer les recherches, par exemple, sur ChatGPT. On sait que quand on arrive sur la page d'accueil, ils ont tendance à monter quelques trends. Donc on suppose que eux gardent ces informations. Est-ce qu'ils vont les monétiser un jour? Est-ce qu'on pourra les récupérer? On n'en sait rien pour l'instant. Dans Google, on sait que la data des overviews remonte dans la Search Console, pas complètement, parce que la Search Console n'est pas parfaite, loin de là. Et donc on va quand même pouvoir récupérer certaines choses. Et du coup, on va aussi pouvoir se dire, ah oui, en fait, les gens cherchent ces combinaisons d'informations. Donc, je vais pouvoir créer du contenu qui est encore plus pertinent pour mes utilisateurs, qui va encore mieux convertir, parce que finalement, je lui donne directement la réponse précise. Et je le disais finalement un peu dans le point 1, mais tout ce qui est pur exact match, donc vraiment les mots-clés purs, ça perd déjà maintenant de plus en plus son importance. Il y a encore des cas où voilà, assurance voiture, ça, sur le mot-clé assurance voiture, il faut quand même l'utiliser. Donc je suis pas en train de vous dire de les jeter demain, mais en tout cas dans la page en elle-même, de plus non plus en faire un combat et de pas hésiter à utiliser les synonymes quand c'est intéressant. La data, je pense que tout le monde le dit, tout le monde le dit depuis 10 ans, mais voilà, la data, c'est important. Ça va être encore plus important quand Google, par exemple, va lancer ses overviews en français et en néerlandais en Belgique. Parce que là, l'impact ne va plus être que sur l'anglais qui finalement touche pas grand monde, à part quelques personnes. Et donc là, pouvoir traquer les infos en les récoltant, par exemple grâce à la Search Console ou à d'autres outils, ça va permettre d'un peu analyser ce qui se passe. Si on voit une chute, je prends un exemple, on a des requêtes brandées, on a une chute de clics assez importante, mais le taux d'impression reste stable, et qu'on regarde soi-même la requête et qu'on voit qu'en fait c'est parce que l'IA Overview répond à cette requête en mentionnant notre site de manière correcte, oui c'est embêtant parce qu'en définitive on perd des utilisateurs sur notre site, mais on est quand même visible, ce qui est quand même finalement le plus important. Et donc ça, c'est super important de pouvoir traquer tout ça, de pouvoir traquer à quoi ressemble une page Google quand elle aura intégré une overview, pour voir finalement si le contenu que vous avez sur votre site, vous pouvez l'améliorer en fonction de ça. Donc ce sera hyper important, et de garder évidemment toujours en tête que ce qui compte, vous vous en doutez, c'est les conversions. Donc le trafic en lui-même, dans certains cas, il n'est pas forcément hyper précieux. Je veux dire, il y a des articles, par exemple, sur certains sites. Certes, ils font énormément de visibilité, mais très peu de gens finalement reviennent pour convertir. Alors, si on perd un peu de visibilité là-dessus à la suite des overviews, c'est toujours dommage, c'est sûr, mais tant que la conversion se maintient, voire évolue positivement, parce que d'autres pages se positionnent mieux, c'est ça qui compte. Donc, il faut aussi vraiment bien garder en tête vos objectifs sur le long terme. La suivante, c'est vraiment le fait de construire une marque. C'est peut-être un truc qui est un peu maintenant assez marrant en SEO, c'est que le SEO, finalement, par le passé, pouvait n'en avoir rien à cirer d'une marque. On pouvait lancer un site demain, très bien optimisé, qui allait se positionner assez bien et finalement attirer du trafic. C'est toujours possible, mais c'est de moins en moins vrai. Parce qu'en fait, il y a des requêtes où la pertinence va avoir un impact, et c'est encore plus fort dans un LLM. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont utiliser des références qu'ils vont voir. Ils vont utiliser tout, pas juste les backlinks. Si vous vous rappelez, par exemple, de ce fameux vecteur que je montrais avec le chien-chat,
Imaginons par exemple que vous êtes une marque de croquettes pour chiens. En fait, ce que vous voulez, c'est que finalement le vecteur de votre marque soit le plus proche, enfin, ou du produit soit le plus proche possible de ce vecteur croquette pour chien. Mais en fait, à force d'avoir des références, des choses qui vous mentionnent, des textes qui vous mentionnent, que ce soit des vidéos, des textes, des images, dans un contexte sémantique qui est proche de ce que vous vendez, de ce que vous faites, vous allez vous rapprocher de ça. Et c'est pour ça que quand vous tapez meilleure marque de croquettes pour chien dans ChatGPT, c'est pour ça qu'il choisit certaines choses au-delà de la version Search, où là, c'est parce qu'il va utiliser aussi un moteur de recherche, mais aussi parce que dans ses connaissances profondes, il a associé certaines marques avec certains vecteurs et donc certaines solutions. Et donc, c'est tout le but, en fait, c'est d'être suffisamment présent pour arriver à se coller se coller à ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, imaginons que vous vendiez des claviers mécaniques. En fait, vous voulez couvrir tous les usages. Vous voulez avoir des pages catégories qui traitent tous les usages possibles. Que ce soit parce qu'on a besoin d'un clavier gaming, que ce soit un clavier ergonomique. Vous voulez aussi avoir des différents formats, des guides, des comparatifs, des tutoriels, des différents points de vue. Parfois, et je sais que ça peut être frustrant, on fait du contenu parce qu'on veut aussi montrer qu'on est pertinent. Pas forcément parce qu'on veut que ce contenu soit toujours vu. C'est un peu contre-productif, mais ça arrive et c'est important. C'est vraiment important de pouvoir montrer qu'on est pertinent. Alors évidemment, on commence toujours par le contenu qui va avoir un plus gros impact sur ses utilisateurs, hein, ça c'est certain. Euh, et alors le dernier point, c'est que bah oui, l'IA générative, elle fonctionne très bien pour générer du contenu, mais en fait c'est super facile. On peut générer n'importe quoi avec de l'IA, oui, mais ce qui est intéressant, c'est pas que vous utilisez de l'IA ou pas. Les moteurs de recherche ou même n'importe quoi, ils sont pas réellement capables de repérer une IA, un contenu généré par IA de qualité, hein. Ils sont incapables de le faire. C'est pas pour rien qu'OpenAI a droppé son outil qui permettait de détecter du contenu IA. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont capables de repérer du contenu de mauvaise qualité, du contenu très standard. Et donc, dès que vous générez du contenu par IA, mais que vous y insufflez votre propre expertise, votre propre savoir-faire, toutes les infos que vous connaissez, vous générez en fait du contenu à forte valeur ajoutée, du contenu qui va finalement potentiellement matcher avec des requêtes d'utilisateurs beaucoup plus précises. Et donc c'est ça tout le sel maintenant, c'est de se positionner à tous les points. Si les requêtes explosent et qu'il y a de plus en plus de requêtes précises, ce sera d'essayer d'être présent aussi sur ces requêtes précises pour mieux vendre votre produit et mieux matcher avec les utilisateurs qui ont un besoin. Et le dernier point, c'est que ouais, l'IA générative, je le disais avant, elle est là, elle fonctionne, pas pour tout, pas parfaitement, mais ce serait trop bête de ne pas s'en servir. Il y a plein de cas de figure où ça peut nous aider. Nous, on a plein d'exemples qu'on a présentés la dernière fois qu'on a fait un workshop avec nos clients. C'est que on peut, par exemple, scraper un résultat Google, tous les people also ask, certains data de compétiteurs, pour voir en fait c'est quoi les pain points de certains utilisateurs. On peut le faire aussi sur de la data interne. Par exemple, si on récupère toute la data d'un moteur de recherche interne d'un site, en fait, on récupère plein d'informations hyper précieuses. Et Dieu sait que ça peut être parfois compliqué à analyser actuellement si on doit le faire de version humaine, mais si on donne ça à un LLM, quitte à ce que ce soit un LLM local, donc pas connecté, qui peut pas refiler votre data n'importe où, en fait, vous allez générer plein d'idées de contenu, plein d'informations intéressantes. Et donc, c'est utiliser tout ça pour améliorer les choses. Un dernier point, par exemple, que nous, on met pas mal en place, c'est de pouvoir analyser avec un modèle vision, donc un modèle qui est capable d'analyser des images, analyser des print screens de pages Google pour justement voir quand il y a une évolution de ranking, pour se dire, ah oui, ok, c'est parce que telle chose est arrivée. Si du jour au lendemain, par exemple, vous avez un Google Maps avec un local pack qui apparaît, en fait, évidemment que votre trafic organique, sur les résultats traditionnels, il peut être impacté parce qu'une map, elle prend beaucoup de place. Et automatiser ces process avec de l'IA générative, ça fait gagner du temps, ça donne plus d'informations, ça permet d'améliorer ce qu'on fait très fort. Et je vais y arriver. Donc voilà, la conclusion, c'est que le search change. Je pense que c'est pas un changement fondamental maintenant, ça pourrait arriver, et donc le tout, c'est d'être prêt et de pouvoir bien travailler sur ce qu'il faut pour être certain d'être présent au minimum sur les thématiques qui sont importantes pour votre marque. Merci, Et on en Corentin. arrive aux questions. On a déjà reçu une, Corentin, dans l'espace de Q&A, qui est l'impact à terme sur une boucle globale de contenu où
on crée du contenu avec l'IA, il est positionné sur Google, repéré par les robots de ChatGPT & Co qui va à nouveau l'utiliser, et donc on va avoir une boucle infinie de contenu. Une détérioration du contenu. En fait, c'est intéressant parce que c'est une question que se posent aussi les boîtes. Il y a quelques recherches, il y a quelques patents, enfin je sais pas comment on dit en français, un patent, des Brevet. Des brevets, voilà, des brevets Ouais. qui sont sur le sujet, parce que justement les boîtes se posent cette question et qu'ils ont remarqué en fait que quand cette boucle arrivait, la qualité du contenu était de moins en moins bonne et que ça posait vraiment des gros problèmes. Donc moi pour y répondre, j'ai pas la réponse parce qu'en fait même ces brevets répondent pas complètement à la question, mais je pense que c'est clairement quelque chose qu'ils vont devoir voir travailler. Alors est-ce que un jour ils vont avoir potentiellement une solution pour détecter du contenu IA et à ce moment-là le pénaliser? Peut-être, c'est pas le cas pour l'instant, clairement. Donc je ne sais pas, mais c'est vrai que je suis convaincu que c'est un problème sur le long terme parce qu'on va avoir un web qui va être vraiment de très mauvaise qualité. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'ils ne peuvent pas dropper demain les moteurs de recherche. Parce que les moteurs de recherche utilisent aussi d'autres signaux que juste le contenu. C'est pour ça qu'ils utilisent aussi des signaux qui sont parfois aussi manipulés, des signaux comme les backlinks, etc. Ça permet de ne se baser pas que sur la pertinence d'un contenu, mais sur d'autres choses. Et donc, tout ce qui est par exemple EEAT, expérience, expertise, autorité, trust, est-ce qu'à terme, ils vont leur donner plus d'impact, par exemple en favorisant un contenu qui a été rédigé par X, qui est un expert dans le sujet? C'est possible. Je crois qu'ils trouveront des solutions. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça aussi qu'ils font un partenariat avec des gros sites de presse pour pouvoir utiliser leur contenu en temps réel pour ça, mais aussi pour avoir de la qualité. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, je vais vous lancer un petit sondage parce que voilà, là, on arrive progressivement à la fin de la session. Et quelles actions allez-vous entreprendre? Parce que pour nous, voilà, c'est l'objectif de partager, mais aussi de dire comment est-ce qu'on peut agir et soyez prêts. C'est un petit peu la conclusion. Donc, n'hésitez pas, je viens de lancer un petit sondage et n'hésitez pas à partager ça dans pour voir un peu quelles sont les actions qui vont être perçues et activées chez l'ensemble des participants. Et si vous avez des questions, je vois qu'il y en a une nouvelle, je pense. Oui, non, pas encore de nouvelles questions, mais n'hésitez pas. Si vous en avez pas après, je vais remettre sur le slide final avec ma petite tête, comme ça vous avez mon adresse mail. Et si jamais il y en a, n'hésitez pas. J'ai pas des réponses à tout, mais je peux chercher en tout cas. Je suis pas doué sur le slide, voilà. Yes, voilà, merci Corentin. Donc, merci à tous d'avoir participé et comme l'a dit Corentin, n'hésitez pas à rester en contact sur nos réseaux, on n'hésitera pas à refaire d'autres webinaires dans le futur et n'hésitez pas à le contacter pour toute question. Merci à vous, bon appétit et déjà un excellent week-end ensoleillé. Bonne journée.